Salut les champions, j'espère que tout va bien pour vous. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Ça va faire 3-4 ans que j'investis en bourse et pendant tout ce temps, j'ai lu plusieurs livres sur la finance et l'investissement et récemment, j'ai lu La psychologie de l'argent qui m'a beaucoup plu. Dans la première partie du livre, on peut retrouver la phrase suivante: votre réussite financière dépend plus de votre attitude que de votre intelligence. En gros, le livre explique l'état d'esprit à avoir pour réussir dans l'investissement en se basant sur des cas concrets applicables à Jeff Bezos, Warren Buffett et encore Bill Gates. On va parler du rôle de la chance dans la réussite, de l'effet multiplicateur et de la différence entre richesse et fortune, et bien d'autres choses. Allez, c'est parti. Chapitre 1. La vision de la bourse. Elle dépend de ton expérience personnelle, d'où et quand tu es né. Si tu as commencé à investir en 2020, la bourse n'a fait que monter, tu pourrais penser que c'est idiot de ne pas en profiter. Là où quelqu'un qui a commencé à investir juste avant la crise financière pensera que c'était extrêmement dangereux et il sera beaucoup plus prudent. Entre 2020 et 2025, le S&P 500 a doublé, ce qui représente un rendement d'environ 15% par an. En général, le rendement est de 7 à 10%. On est donc sur un rendement supérieur à la moyenne historique. Quelqu'un qui a mis 10 000 $ sur le S&P 500 en 2020 a aujourd'hui 20 000 $. De quoi être bullish. La dernière fois qu'on a vu de tels rendements, c'était pendant la bulle Internet, et là le S&P n'a pas doublé, mais triplé en 5 ans. Il est arrivé à environ 1500 $, mais on sait ce qui s'est passé après l'éclatement de la bulle Internet, et seulement 2 ans après, il était de retour à 800 $, soit une division par 2 de la valeur. Quelqu'un qui aura investi 10 000 $ pendant l'été 2020 aura perdu 5 000 $ en seulement 2 ans. Il aura dû attendre 7 ans pour retrouver son investissement initial, et même 13 ans pour commencer à faire du bénéfice. Voir du rouge sur ses investissements pendant 13 ans, ça va pousser à être pessimiste sur le marché action. Chapitre 2. La chance joue un rôle important dans la réussite. Tout ce qui nous arrive ne dépend pas toujours de nos choix et de nos efforts. Bill Gates avait une chance sur 1 million de se retrouver dans un établissement dans lequel il y avait un ordinateur. S'il n'avait jamais vu d'ordinateur, il n'aurait pas pu devenir passionné et finir par démocratiser son utilisation au grand public. Il faut aussi prendre en compte que la finance est un domaine assez récent. Certains animaux gardent des réflexes de leurs ancêtres des milliers d'années après qu'ils ne soient plus utiles. Et nous, on espère avoir des réflexes cohérents dans un domaine vieux de 50 ans. Est-ce que vous voyez le problème? Il faut faire preuve d'indulgence quand on essaie de comprendre nos échecs et reconnaître le rôle du risque et de la chance. Un jardinier peut planter les meilleures graines, arroser régulièrement et utiliser un excellent engrais, mais s'il y a une tempête, ça impactera la récolte. Maintenant voyons comment peut-on définir la réussite. Avoir le respect des autres, être libre et indépendant, avoir une famille et des amis, être aimé de ceux dont on souhaite être aimé, être heureux sont des choses inestimables. La meilleure façon de les préserver, c'est d'identifier le seuil de risque au-delà duquel vous allez les mettre en péril. Comprendre à quel moment le jeu n'en vaut plus la chandelle, et savoir décider que vous avez assez. Et souvent, pour savoir si on a assez, on a tendance à se comparer aux autres. Je roule en vélo et tous mes collègues roulent en Tesla ou en BM, est-ce que je ne devrais pas upgrade? Je vois mes potes sur les réseaux à Bali, est-ce que je voudrais pas faire pareil? J'ai fait une vidéo sur l'influence des réseaux sociaux sur nos habitudes et nos dépenses, je vous mets le lien juste ici. Se comparer aux autres est un combat perdu d'avance. La seule façon de gagner, c'est de ne pas s'y engager. C'est-à-dire d'accepter l'idée qu'on possède suffisamment, même si c'est moins que les autres. Une phrase attribuée à John Rockefeller illustre bien ce principe. Je cite: peut-être, mais moi j'ai quelque chose qui n'aura jamais assez. Chapitre 4. L'effet multiplicateur. Un point de départ modeste peut amener à des résultats sensationnels qui peuvent défier toute logique. Ne pas négliger l'importance des intérêts composés. Si Warren Buffett n'avait pas 1 million de dollars à 30 ans mais 25 000, il n'aurait pas 84 milliards aujourd'hui mais 11 millions. Chapitre 5. S'enrichir ou rester riche. Bien investir, ce n'est pas nécessairement prendre les bonnes décisions, mais c'est systématiquement éviter les erreurs. Il existe plusieurs façons de devenir riche, mais il n'existe qu'une façon de le rester, qui repose sur un subtil mélange de paranoïa et de sobriété. Pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques, être optimiste et s'exposer. Pour le conserver, c'est exactement le contraire. Il faut faire preuve d'humilité et craindre à chaque instant qu'on nous reprenne ce que l'on a gagné. Il faut aussi cultiver une certaine sobriété et reconnaître qu'une partie de nos succès dépend de la chance, et que l'on ne peut espérer voir se répéter les succès passés. Il ne faut pas viser l'expansion mais la survie, c'est-à-dire avoir la capacité de tenir sur la durée sans finir ruiné. Toujours avoir ces deux principes en tête, que ce soit pour sa carrière pro, pour ses investissements ou pour sa stratégie d'entreprise. 1.
Rares sont les gains tellement faramineux qu'il vaille la peine qu'on se ruine pour les obtenir. 2. Pour profiter de l'effet multiplicateur, il faut laisser des années à nos actifs pour les laisser se développer. Le problème, c'est que pour installer et maintenir une telle croissance, il faut survivre aux difficultés et aux imprévus que chacun rencontre au cours de son existence. Pour réussir comme Warren Buffett, il ne faut pas se demander ce qu'il a fait, mais plutôt ce qu'il n'a pas fait. Il ne s'est pas laissé emporter par la dette, il n'a pas tout vendu par excès de panique durant les 14 récessions qu'il a vécues, il n'a pas sali sa réputation d'homme d'affaires, il n'est pas resté bloqué sur une stratégie, une vision du monde ou une mode passagère. Il ne s'est pas tué à la tâche au point de devoir démissionner ou de prendre sa retraite. Il a survécu et a assuré sa longévité, ce qui a permis à l'effet multiplicateur de porter ses fruits. Et comment faire pour survivre aussi longtemps que l'un des investisseurs les plus prolifiques de notre époque? Voici les 3 grands principes à suivre. L'objectif numéro 1 doit être d'être financièrement indestructible et non de chercher les rendements maximaux. C'est comme ça qu'on obtient les meilleurs rendements en restant dans la course pour laisser l'effet multiplicateur opérer. Point numéro 2, la planification c'est très important, mais le plus important c'est de prévoir qu'elle puisse ne pas se réaliser comme prévu. Le futur est toujours rempli de grands inconnus. Plus votre projet repose sur la réalisation de projections spécifiques et plus votre situation financière risque de s'en trouver fragilisée. Tout ne se passe pas toujours comme prévu, il faut toujours prendre une marge d'erreur. Cette marge d'erreur peut prendre plusieurs formes, la frugalité budgétaire, la souplesse de raisonnement, la flexibilité temporelle, etc. À ne pas confondre avec la prudence qui consiste à se limiter à un certain niveau de risque. La marge de sécurité a pour principe d'accroître les chances pour un niveau de risque donné en maximisant les chances de survie. Point numéro 3. Le secret, c'est une stratégie optimiste sur l'avenir, mais paranoïaque sur ce qui pourrait se trouver sur le chemin. Être optimiste, ce n'est pas croire que tout va bien se passer. Être raisonnablement optimiste, c'est estimer que les chances sont de son côté et que la situation finira toujours à tourner en sa faveur, même si tout n'est que souffrance et malheur entre-temps. Détruire pour aller de l'avant est possible et c'est une manière efficace de se débarrasser du superflu. Chapitre 6. L'importance de la longue traîne. On peut se tromper une fois sur deux et faire fortune quand même. Un exemple qui illustre bien ça, il y a des marchands d'art qui arrivaient toujours à dénicher des pépites, des tableaux qu'ils n'achetaient pas cher et qui prenaient énormément de valeur. Les gens se demandaient comment faisaient-ils pour toujours viser juste. En fait, les marchands d'art ont acheté tout ce qu'ils pouvaient, pas seulement les œuvres qui leur plaisaient, mais des portefeuilles entiers, puis ils ont attendu que les vainqueurs se détachent. 99% des œuvres peuvent ne pas rapporter, qu'importe si le 1% sont des Picasso. L'essentiel de ce qui se passe est causé par un tout petit nombre d'événements. Ces événements sont très rares, 4 entreprises sur 10 passent de gros succès à côté à zéro en une décennie. Par exemple, Carolco, qui est une entreprise qui produisait des blockbusters tels que Terminator 2, est passée de 14$ en 1990 à 2 centimes seulement 5 ans après. Ta réussite dépendra de la façon dont tu vas réagir lors des quelques moments terrifiants et non des années passées en pilote automatique. D'où l'importance du DCA. Un génie de la finance est quelqu'un qui arrive à agir normalement lorsque tout le monde autour de lui est en train de perdre la tête. Si vous êtes un bon stock picker, peut-être que vous ferez des bons choix une fois sur deux. Si vous êtes un bon investisseur, vous aurez certaines années correctes et plein de mauvaises. Si vous êtes bon au travail, il vous faudra plusieurs essais avant de trouver l'entreprise qui vous convienne dans le domaine qui vous correspond. Et tout ça, c'est si vous êtes bon. Personne ne peut prendre systématiquement les bonnes décisions. Amazon tire la majorité de son profit de Prime et de Amazon Web Services, qui représente 1 sur une centaine de produits que l'entreprise a essayé. Bezos, lors de l'échec du Fire Phone, a dit « Vous pensez que c'est un fiasco monumental? Sachez qu'à l'heure où je vous parle, on travaille à des fiascos encore plus monumentaux, je suis sérieux. » Les humoristes ne savent pas à l'avance si une blague est drôle, ils vont d'abord les essayer dans un comedy club avant de les faire dans une grande salle. Lorsqu'on analyse les succès de quelqu'un en le prenant pour modèle, on a tendance à oublier que ses gains s'expliquent par une infime partie de ses décisions. Et lorsqu'on contemple ses échecs, on a tendance à penser qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. En réalité, il se peut que nos maîtres se trompent ou aient à moitié raison, tout autant que nous. Ce qui importe, ce n'est pas de prendre la bonne ou la mauvaise décision, c'est de savoir combien la bonne vous rapporte et combien la mauvaise vous fait perdre. Chapitre 7. La liberté. L'argent, c'est la maîtrise de son temps. Le dénominateur commun du bonheur, c'est de sentir au plus profond de soi qu'on a la maîtrise de son existence. La variable la plus largement partagée des gens heureux, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on le veut, avec qui on veut. Les gens aiment avoir le contrôle, penser qu'ils sont aux commandes. Quand on essaie de leur faire faire quelque chose, ils se sentent en situation de faiblesse. Ils n'ont pas l'impression d'avoir fait un choix, mais qu'on l'a fait à leur place. Alors, ils se rebiffent, ou font autre chose que ce qu'on leur a demandé, même s'ils étaient d'accord pour mener le jeu.
Les USA est la nation la plus riche, mais les Américains ne sont pas plus heureux qu'un peuple d'une autre nation, car ils sont plus riches et dépensent plus pour acquérir des biens encore plus grands, sans avoir une plus grande maîtrise de leur temps. Chapitre 8. Le type au volant de la belle bagnole. Ce que vous possédez n'impressionne personne autant que vous-même. Quand on voit une belle bagnole, on se dit pas « Tiens, le mec à l'intérieur est vraiment cool ». On se dit « Si je serais dans cette bagnole, j'aurais l'air vraiment cool ». Ce que les gens veulent, c'est être respectés et admirés. Et ce n'est pas en achetant des produits de luxe qu'ils ont le plus de chances d'y arriver. L'humilité, la gentillesse et l'empathie sont bien plus efficaces que les chevaux de votre voiture. Et j'ai aucun intérêt de vous dire ça, j'ai une partie de mon portefeuille dans le luxe. Chapitre 9. La fortune, c'est ce qui ne se voit pas. La fortune, ce sont les actifs financiers qui n'ont pas encore été convertis en biens visibles. Quand les gens disent qu'ils veulent devenir millionnaires, c'est en fait qu'ils veulent dépenser des millions, ce qui est l'exact opposé d'être millionnaire. Les gens riches veulent vous le montrer, alors que la fortune est invisible. Elle est faite des revenus que vous ne dépensez pas. Cette valeur vous offre des choix, de la souplesse, des opportunités de développement. On peut faire le rapprochement entre faire du sport et être riche. Après une grosse séance, vous vous dites « Ah, j'ai bien travaillé, je mérite de manger pour 4 ». La fortune, c'est renoncer à ce plaisir et continuer à brûler des calories. C'est difficile, il faut beaucoup de self-control pour y arriver. La fortune, c'est la différence entre ce que vous avez la capacité de faire et ce que vous choisissez de faire. La différence représente ce que vous gagnez au fil du temps. Chapitre 10. Économiser. Dans un monde connecté, on est en concurrence directe avec tout le monde, et des gens très intelligents. L'avantage concurrentiel penche vers des compétences douces. Communication, empathie et surtout flexibilité. Lorsque vous êtes flexible, vous pouvez attendre que des opportunités intéressantes se présentent, que ce soit pour la carrière pro ou dans l'investissement. Si tu as un crédit sur ta maison qui te laisse 0 à la fin du mois et qu'il y a une baisse sur les marchés, tu n'auras pas l'opportunité d'en profiter. Et si tu perds ton travail, tu n'auras pas le loisir d'attendre qu'une bonne opportunité se présente. Tu devras prendre le premier travail trouvé pour subvenir à tes besoins. Et si vous êtes flexible, vous êtes mieux armé pour développer de nouvelles aptitudes. Vous avez la possibilité de trouver votre passion et votre niche à votre rythme. Vous pouvez vous inventer une nouvelle routine, ralentir la cadence. Avoir la possibilité de faire ça, là où les autres ne le peuvent pas, c'est là que vous vous distinguez. Chapitre 11. Raisonnable plutôt que rationnel. Essayer de se montrer raisonnable est plus efficace que d'être froidement rationnel. Par exemple, la fièvre aide à soigner les maladies. C'est un mécanisme de défense, mais tout le monde le voit comme un mal qu'il faudrait se débarrasser. Si la fièvre est bénéfique, pourquoi est-elle universellement combattue? Car la fièvre fait mal et personne n'a envie de souffrir. C'est rationnel de vouloir avoir la fièvre pendant une infection, mais ce n'est pas raisonnable. Théoriquement, la finance consiste à trouver les stratégies d'investissement mathématiquement optimales. Dans le monde réel, ce ne sont pas les stratégies mathématiquement optimales qui intéressent, mais les stratégies les plus susceptibles de nous laisser dormir tranquillement. Limiter les regrets futurs est quelque chose qui se justifie très difficilement sur le papier, mais très facilement dans la vraie vie. Un investisseur rationnel prend des décisions basées sur des données chiffrées. Un investisseur rationnel prend des décisions en compagnie d'un collègue qui n'a pas envie de perdre l'estime, de sa femme qui ne veut pas décevoir, ou en se comparant à ses rivaux tels que son beau-frère ou son voisin, ou encore en écoutant ses propres doutes, ce qui peut être stupide mais réaliste. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui sur les 11 premiers chapitres de la psychologie de l'argent. Je trouve que le livre arrive à vulgariser et à transmettre des valeurs et des attitudes à appliquer que tous les investisseurs devraient prendre en compte. Je vais sans doute préparer une ou plusieurs vidéos sur les chapitres suivants. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines. Allez, ciao!